soumettre. Merci beaucoup, Moutar Salim. Je vais un peu parler plutôt de stratégie, pas du côté trop santé de la nutrition de la femme enceinte, mais plutôt je vais rester sur un versant très stratégique avec des chiffres, parce que l'idée c'est de contextualiser un petit peu la problématique, et puis on laissera les experts après débattre des conditions pratico-pratiques pour améliorer, pour voir un peu comment faire sur le territoire. Donc je reviens un peu sur notre couple de tout à l'heure, Adidja et Ali, qui sont mariés depuis 18 mois et qui se posent toujours la question sur les 1000 jours, l'importance des 1000 jours. Et là, bien sûr, on va un peu se focaliser uniquement sur la nutrition. D'accord ? On va pas parler du reste. Donc je rappelle que Adidja, bien sûr, elle est cadre au rectorat, obésité, fast-food, se réveille à 4 h du matin, pas d'activité physique, Netflix le week-end. Ali, il est plutôt sportif, un peu dépressif et de temps en temps picole parce que bon, quand on n'a pas de métier à Mayotte, qu'on n'est papa, c'est compliqué de trouver encore plus sa place. Donc on a un peu compris un peu le message. Donc je n'aurai pas beaucoup de temps, donc je vais aller un peu vite puisque je n'ai que 10 minutes maximum pour faire ma présentation. Donc, on va se focaliser surtout sur la nutrition. Je rappelle un petit peu, pour ceux qui ne sont pas habitués, cette frise, elle est très intéressante parce que ça permet de bien comprendre les enjeux des 1000 jours. Et pareil, sur le parcours vertueuse, vert, bleu ou rouge, l'idée, c'est de mettre tout en musique pour avoir une trajectoire qui permette de vieillir et de profiter de sa retraite. Parce que si on travaille toute notre vie et qu'on finit dans un lit, ben, c'est quand même dommage, et des choses qu'on peut quand même éviter. Donc, on va revenir sur cette étude que j'en ai parlé tout à l'heure, que tout ce qui est IMC, surtout obésité, ça a un impact majeur sur la santé de l'enfant, avec des bébés qui sont plus gros à la naissance. Et puis ce risque qui est transmis de surpoids et d'obésité pour l'enfant, pour le futur adolescent et le futur adulte. D'accord ? Et puis, si la mère a un IMC qui est plutôt bas, maigreur, petit poids de naissance, et on a vu le risque d'avoir des pathologies cardiovasculaires, infarctus du myocarde, hypertension artérielle. Et ça, c'est sur des études populationnelles qui ont montré. Donc voilà, ça ne veut pas dire que tous les enfants qui vont naître avec un petit poids vont avoir un infarctus du myocarde, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, il est plus à risque. Et donc si on peut allaiter cet enfant, c'est sûr qu'on lui donne des meilleures chances de lutter, d'éviter cette trajectoire qui est rouge. Donc, on va revenir sur les données, parce que c'était ça mon objectif, de vous présenter un peu les données. Donc, comparaison des études Nutrimay et UNONO 2019, pour montrer que sur nos territoires, à Mayotte, on a beaucoup de femmes qui sont en surpoids. On a ici 25% par rapport à UNONO. UNONO, c'était conduit en 2019, c'est très récent. Et pour l'obésité, on est quand même à 39%, alors qu'en 2006, on était à 32%. Donc, on voit que le phénomène du surpoids, de l'obésité, continue à gagner du terrain. On s'interroge naturellement, même si ce n'est pas l'endroit, sur effectivement notre mode alimentaire, sur tout ce qui est soda, tout ce qui est sucré, tout le côté alimentaire entre en jeu parce qu'on voit que c'est un fléau et que les problématiques vont venir. Là, on parle d'aujourd'hui, mais il faut s'attendre à ce que demain, il y ait encore beaucoup plus de travail par rapport à ces conséquences. Moi, j'aime beaucoup l'étude Nutrimay, donc je vais parler de l'étude Nutrimay qui a été conduite en 2006 et qui apporte beaucoup de choses intéressantes. Donc ça, c'était en 2006. Et c'est ce qu'on disait, là je l'ai mis en rouge, qu'effectivement en 2006, si on regarde l'ensemble, ça c'est pour les femmes, hein, et on voit effectivement que le surpoids, il y avait 26% de la population ici qui était en surpoids, et côté obésité, on était à 27%. Donc plus d'une femme sur deux, déjà en 2006, était en surpoids ou en obésité. Ce sont des femmes qui sont en âge de procréer. Donc vous imaginez bien qu'effectivement, dans ces conditions, on part sur, a priori, des grossesses pas simples dans le sens, effectivement, il y a un risque d'avoir des enfants prématurés, des risques d'avoir des enfants de petit poids de naissance, avec toutes les conséquences qu'on connaît. Donc ça, c'est en 2006, on voit
effectivement, surpoids, obésité, une femme sur deux. Ce qui est intéressant, c'est cette question qu'on va poser aux femmes. Et là, c'est très intéressant sur le régime alimentaire et, je vais dire, la perception, ce qu'on appelle les schémas qu'on a par rapport à ça. Donc, on a demandé à des femmes, comment vous considérez-vous actuellement? Et c'est toujours très, très intéressant d'analyser les représentations. Alors, si on prend le groupe des femmes qui a un poids normal, c'est-à-dire un IMC qui est normal, médicalement, c'est un poids qui est normal. Donc, dans la catégorie des gens qui sont maigres, il y a 21% qui considèrent qu'ils ont un poids normal. J'ai mis ici en vert en rouge les gens qui sont en surpoids. Vous voyez que les gens qui sont en surpoids, il y a quand même 49% des gens qui pensent qu'ils ont un poids normal. Donc ça veut dire que ces gens-là, vous pouvez dire ce que vous voulez, ils vont dire ben, pourquoi je vais faire, je mange bien, j'ai un poids normal alors qu'il est en surpoids. D'accord? Et pire, c'est que les gens qui sont en obésité, il y a quand même 37% qui trouvent qu'ils ont un poids normal. Donc, on se rend compte qu'il y a du travail à faire. Alors, si on prend les gens qui sont trop grosses, comment vous considérez-vous actuellement trop grosses? Donc, les gens qui sont maigres, heureusement, il n'y a aucune qui va dire qu'elle est trop grosse. Bon. Mais si on regarde côté surpoids ou côté obésité, vous voyez que quand même, il y a des chiffres qui varient. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'était cette représentation que quand même, il y a des femmes qui sont obèses ou qui sont en surpoids et qui se trouvent normales. C'est-à-dire au niveau sociétal, au niveau de nos représentations, c'est un poids tout à fait normal, mais médicalement, c'est un poids qui pose problème. Parce qu'effectivement, on va avoir plutôt des soucis par la suite. Donc, si on prend l'état nutritionnel, je vais aller un peu vite parce que là, c'était plutôt sur l'hypertension artérielle, qui ne nous intéresse pas trop aujourd'hui, et surtout au niveau de l'activité physique. On voit bien qu'au niveau activité physique, si on prend les niveaux d'activité physique sur les LIPAC en pourcentage, on voit que beaucoup de femmes ne font pas d'activité physique. Or, tout ce qui est activité physique, ça va avec l'alimentation. Dans l'alimentation, il est toujours conseillé d'avoir une activité physique. Donc, on voit bien qu'au niveau du territoire aussi, on a du travail à faire à ce niveau-là. Et puis, cette étude aussi en 2006 qui montrait aussi qu'il y a quand même une faiblesse assez importante au niveau des apports en calcium, on va dire grosso modo au niveau des produits lactés. Il y avait beaucoup d'insuffisances. Donc, c'est toujours bien de dire aux gens il faut manger des produits lactés, mais on voit que la réalité, il y avait quand même une faiblesse importante en produits lactés, complètement inférieure aux recommandations qui sont au niveau national. On va dire un petit mot par rapport à ça. Donc, on voit que l'alimentation à Mayotte, il y a des problèmes d'obésité, il y a un problème de qualité d'alimentation. Et si on reste un peu caricatural, parce que c'est toujours ça ce qui est intéressant dans la pédagogie, voilà ce que mangent beaucoup de gens à Mayotte pour des classes, je vais dire, modestes. D'accord? C'est-à-dire qu'on va se focaliser surtout sur le riz, qui peut être un peu plus moins cher, et sur les mabawa qu'on aime, ou parfois la viande. J'aurais pu mettre une carton de viande, voilà. Et puis, un peu de bata-bata, un peu de manioc, un peu, voilà. Donc, les gens qui sont modestes vont surtout se focaliser là-dessus parce que c'est ce qui est plus ou moins accessible. Mais je vous rassure aussi que les gens qui sont plutôt aussi, qui ont les moyens, même s'ils ont des moyens, ils peuvent aussi avoir du mal à trouver ce qui est recommandé, que ce soit des fruits, des légumes, ou parce que aussi c'est très cher, que malgré tout, ça limite l'accès. Donc, si je reprends sur l'étude UNONO de 2019, ce n'est pas 2029, et il y a des choses qui sont intéressantes à regarder, parce qu'on recommande aux gens de manger par exemple des fruits et légumes tous les jours, mais quotidiennement, on voit bien que pour les femmes qui ont entre, ça c'est pour les adultes en général, 15-69 ans, il y a environ un quart qui mangent quotidiennement les apports recommandés en apport en fruits et légumes. D'accord, fruits et légumes, il n'y a que 25%. On va voir que les recommandations, ils disent qu'il faut manger, en tout cas pour la femme enceinte, régulièrement des fruits et légumes par jour. Alors que là, il n'y a que 25%. Donc, l'étendue du travail à faire. Féculents, on est à 94%, puisque les gens mangent beaucoup de riz, c'est ce qui est plus ou moins accessible. Bon.
légumes secs, produits laitiers, vous voyez, on est à 24%, un quart de toute la population qui arrive à manger quotidiennement des produits lactés, que ce soit des yaourts ou du lait, ou ce qui est à peu près équivalent. Le poisson, on est à 20%. C'est ici la case quotidiennement. Donc, on voit bien que on est loin de ce qu'on devrait manger en matière d'alimentation pour pouvoir empêcher, au moins pendant la grossesse et les premiers mois de vie de l'enfant, toutes ces mutations, tout cet impact qui peut avoir un impact important sur la santé de l'enfant et du futur adulte. Donc là, c'était juste pour vous rappeler le guide nutrition de la grossesse qui n'a pas beaucoup changé depuis un petit moment. On attend sa mise à jour. Donc vous voyez que fruits et légumes, on vous demande de manger 5 par jour. Il n'y a que 25% qui arrivent à manger quotidiennement des fruits et légumes. Peut-être même pas 5, au moins 5 par jour, c'est même pas au moins 5 par jour, peut-être une fois par jour, mais en tout cas, voilà. Donc le chantier quand même est assez énorme. Les pains, autres céréales, bon, ok. Et produits laitiers, 3 par jour. On a vu qu'il n'y avait que 25% qui pouvaient avoir accès à des produits lactés. Donc vous voyez qu'il y a d'une part les recommandations nationales et la réalité du terrain. Et qu'est-ce qu'on fait? Et on nous parle des 1000 jours et tout l'impact nécessaire. Donc on voit bien que si on n'arrive pas à corriger un peu le tir, à essayer de trouver des solutions par rapport à ça, ben je vois, on ne veut pas dire qu'on ne voit pas beaucoup, il ne faut pas être pessimiste, mais il va falloir vraiment qu'on réfléchisse comment améliorer parce que la santé de demain va être longtemps impactée. Alors, pour dire un petit mot sur l'allaitement maternel, je pense que de nos jours, toutes les études le montrent. L'utilité en matière de réduction des infections. Là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est clair qu'effectivement, allaiter, c'est pratiquement comme un vaccin dans la réduction des infections, notamment respiratoires, infections infantiles, gastro-intestinales. Ça a été montré dans beaucoup d'études. Donc là-dessus, il n'y a pas photo. Sur la croissance naturo-pondérale, pour éviter tout ce qui est obésité de l'enfant, idéalement, le lait idéal qui permet une croissance harmonieuse, c'est le lait maternel. D'accord? Ça permet, et les études ont montré que les enfants allaités montrent une croissance naturo-pondérale dans les normes, avec une réduction importante de l'obésité infantile à long terme, comparé aux enfants non allaités, donc les enfants qui sont nourris par du lait, on va dire, du lait industriel. Le côté immunitaire de l'enfant, c'est sûr que si on veut éviter que nos urgences, que les cabinets de médecins traitants soient bondés par des épidémies, on va dire, infections infantiles, allaiter les enfants permet au moins de réduire cette charge un peu, parce que les enfants qui sont allaités au moins jusqu'à 6 mois de vie présentent moins d'infections, et ça a été prouvé. Le bénéfice cognitif, on ne le dit pas souvent, mais ça, il y a aussi des études qui le montrent. Ça, c'était Roger et Hall dans ce papier qui montrait que les enfants allaités présentent des scores cognitifs dans les tests d'intelligence plus élevés que les enfants non allaités. Ce n'est pas des affirmations, ce sont des études scientifiques qui le prouvent, avec une réduction, bien sûr, des troubles nutritifs liés au développement cérébral. Donc, et l'importance des 1000 jours, on l'a vu que c'était important par rapport à tout ce qui est nutrition maternelle, grossesse et allaitement, un impact majeur par rapport au développement immunitaire, cognitif et la croissance naturo-pondérale de l'enfant. Donc, allaitement maternel, ça, c'est les chiffres qu'on a sortis dans l'enquête périnatale de 2021 avec une extension qui était dans les Drômes. Donc, à Mayotte et ici dans l'Hexagone, ce qui était important ici à voir, c'était surtout que quand on demande au choix de l'alimentation avant la naissance, je veux dire les femmes qui viennent accoucher à Mayotte, et à l'autre côté, on a l'Hexagone. Alors, ce qui ressort, c'est que le choix du mode d'alimentation avant la naissance, maternelle exclusif, on est à 48%. Mixte, on est à 49%. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de femmes, soit des représentations, qui pensent qu'il faut toujours bien de mélanger le lait maternel avec du lait artificiel. Ça, c'est vraiment dans les coutumes, dans ce qu'on voit en pratique quotidienne. Et là, vraiment, il y a un travail énorme à faire. Alors quand on regarde dans l'Hexagone, il y a beaucoup à maternité qui souhaitent un allaitement maternel exclusif, 64%. Allaitement mixte, c'est très peu. Généralement, les gens, soit ils optent pour un allaitement qui est artificiel ou un allaitement maternel. Mais le mix, il n'y a pas trop de place en général dans l'Hexagone, alors que chez nous, il y a des pourcentages qui sont encore énormes
d'allaitement mixte. Donc, sûrement le poids des laboratoires qui montrent qu'un enfant qui a un lait artificiel est sans doute un enfant qui est en bonne santé. Et ça, on essaie de lutter contre ça, mais c'est quand même assez prenant sur l'île. Alors, d'où la question, comment on va faire pour améliorer ce taux d'allaitement maternel et surtout augmenter le taux d'allaitement maternel exclusif à 6 mois, parce que le bénéfice optimal, on l'a surtout quand les enfants sont allaités jusqu'à 6 mois, au-delà de 6 mois. En tout cas, les études, c'est ça, ce qu'ils arrivent à montrer, c'est au-delà de 6 mois. Et c'est toujours bien beau de dire aux femmes, il faut allaiter, mais qu'est-ce qu'on met en place derrière? Quelles sont les mesures de soutien pour les pousser, pour les permettre aussi d'allaiter dans des bonnes conditions, sur la parentalité, que ce soit au niveau législatif, les congés parentaux. Donc, c'est tout ça qu'on devrait débattre pour améliorer cela. Voilà. Petit résumé. Merci, Dr Abbas, pour votre intervention. On va laisser l'auditoire poser 3 questions. On va aller plus vite. 3 questions, Dr Abbas. On aura 3 questions avec Dr Dessof tout à l'heure. Et puis avec la table ronde, vous avez toute la liberté de prendre votre temps, de revenir sur ces problématiques. Voilà. Bonjour. Alors, je suis Maureen Normand-Gazon, psychologue à la maternité. Et en fait, j'ai plein de propositions pour améliorer justement l'allaitement, promouvoir en tout cas l'allaitement des femmes. Déjà, c'est effectivement mieux former les professionnels, parce qu'en fait, on se rend compte que la plupart des professionnels, même sages-femmes, même AP, etc., ne sont pas réellement formés à l'allaitement en particulier. Donc, deuxième point, il y a très très peu de tire-lait à la maternité ou en néonate, etc. Ils sont très peu, voire sous-utilisés. On ne montre pas comment faire. Mais également, les tailles de tétrelles, mais ça, du coup, c'est même au niveau national. Hein. Il n'y a rien qui est fait pour favoriser, puisque même les tailles de tétrelles pour tirer le lait ne sont pas adaptées à la morphologie féminine. Donc, du coup, ça n'aide pas non plus à récolter le lait qu'il faut. Désolée, du coup, je suis en postpartum moi aussi, donc du coup, je perds la mémoire. Il y a les pharmacies du coup, qui peuvent louer des tire-laits pour favoriser les femmes qui reviennent au travail, puisque là, du coup, forcément, je prends les obstacles que j'ai eus sur mon propre parcours, qui ne sont pas forcément formés non plus. Ils n'ont pas le matériel pour. Donc voilà, et c'est vraiment, je pense, l'allaitement, il faudrait des formations en fait pour les femmes qui prévoient d'allaiter ou même qui juste pensent que peut-être ce serait possible pour elles. Il faut un atelier pour préparer à l'allaitement parce qu'en fait on pense que c'est naturel, c'est bon, le met au sein. Souvent ce qu'on dit c'est les femmes de la famille vont lui montrer comment est-ce qu'on fait, etc. Sauf qu'en fait c'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment différent en fonction des bébés, en fonction des femmes. Donc c'est primordial que les femmes soient accompagnées. Il y a plein d'obstacles même au fur et à mesure de l'allaitement, parce qu'on pourrait se dire une fois que c'est mis en place, c'est bon, tout roule, sauf qu'en fait non, c'est pas le cas. Il y a plein de choses, par exemple à 3 mois, ils perdent le réflexe de succion, donc s'ils l'ont pas bien appris avant, et bien en fait ils peuvent arrêter de téter. Il y a plein d'allaitements qui s'arrêtent à 3 mois par rapport à ça. Bref, j'ai encore plein d'idées, mais je ne vais pas trop monopoliser la parole. Mais il y a énormément de choses à faire par rapport à l'allaitement. Ah oui, si, un truc super important. Si on veut le promouvoir, ce serait bien justement de ne pas donner du lait artificiel directement. C'est pas parce que le bébé il perd du poids directement qu'il faut donner du lait artificiel. Non, le lait maternel est bien plus nourrissant. Il faut encore une fois voir avec la maman comment est-ce que ça se fait que le bébé il prenne pas le poids nécessaire, si c'est un problème de succion, si c'est un problème de mise au sein, enfin bref. Et voilà. Autre question, autre observation? Juste observation par rapport à la formation, quand même, le réseau périnatal de Mayotte assure la formation chaque année, à part l'année passée par rapport au Chido, qu'on n'a pas pu organiser. C'est une organisation sur l'ensemble du territoire, que ce soit les sages-femmes de la PMI au niveau
libéral et au niveau du CHM. Et les pierres, tout le monde y compris. Merci. Alors, Salimata, pour ton information, il y a eu la formation allaitement, même post-Chido. Même Chido, oui, voilà, exactement, c'était oui, ça. Voilà. Donc, ce qui veut dire que tout le monde est formé. Il y a tellement de turnover, et puis l'information passe aussi. Voilà. Si, c'est tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, sage-femme, AP, tout le monde. Ben, il faut que vous les motivez à venir. En tout cas, ça se publie et puis c'est pris en charge 100% et puis c'est gratuit en plus. Donc voilà quoi. Pour donner un exemple concret sur la dernière formation REPEMA, c'était une session de 2 fois 3 jours. Je ne sais plus combien de personnes ont été formées. Je ne sais plus, mais bon, voilà, on était assez nombreuses. Oui. Donc moi, j'ai pu faire la deuxième session de 3 jours. Et par exemple, quand on avait eu le mail, donc je pense que c'est le REPEMA qui a envoyé le mail au CHM pour qu'il le diffuse à tout le monde, j'avais certaines collègues AP qui étaient intéressées, donc moi, je me suis inscrite d'emblée. Mais par exemple, mes collègues qui étaient intéressées, quand elles sont allées voir leur cadre, parce qu'on n'a pas tous les mêmes cadres à la mater, elles leur ont dit, pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est pris en charge ou pas par le CHM. Et du coup, elles n'ont jamais eu la réponse. Pour celles qui étaient intéressées, elles n'ont jamais eu la réponse et elles ne se sont pas inscrites. Donc c'est aussi, voilà, elles sont en effet pas toutes intéressées, mais pour celles qui sont intéressées, des fois, voilà, c'est compliqué. Ouais. Question, il y a une femme là-bas, au fond. Allez-y, Salota. Là-bas. Bonjour à tous. Donc, je suis sage-femme, je travaillais au CHM, mais je viens de commencer maintenant à la PMI. J'ai suivi une formation en allaitement l'année dernière, un DU en allaitement, lactation humaine. Mon but, c'était d'ouvrir des consultations de lactation au CHM, mais malheureusement, j'ai quitté le CHM. Et mon but, c'était aussi de former le personnel. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de développer le pot à pot, parce que ce n'est pas fait dès la naissance. Et dans les jours d'après, il faut insister avec les mamans, que ce soit une semaine, à 3 mois. C'est des choses qui peuvent relancer un allaitement, en fait. Donc, je pense qu'il faut vraiment le développer. C'était juste ça que je voulais dire. Et sinon, j'avais une question pour Dr Soumet. Vu qu'on parlait de nutrition, est-ce que vous avez commencé à observer des conséquences par rapport à la consommation d'eau sale? Parce que moi, j'ai beaucoup de patientes qui me disent qu'elles consomment une eau de rivière qu'elles font bouillir et qu'elles donnent à leurs enfants. Donc, on a beaucoup de mamans qui ont fait une conception, qui ont une grossesse et un allaitement en consommant de l'eau sale, que ce soit le robinet ou rivière. Donc, est-ce qu'on commence à observer des conséquences sur les bébés? Sur les bébés, de façon statistique, non. Je m'explique. C'est vrai que la plupart sont des sont des infections pas très sévères, pas graves, donc sont gérées en CMR. Mais les cas graves qui sont hospitalisés, il n'y en a pas énormément, même si on a eu, il y a 1 an et demi, un pic qui a été assez inquiétant. Et puis, depuis, voilà, ça s'est stabilisé. On n'a pas plus d'alarme que ça par rapport à la consommation d'eau sale. Mais c'est sûr que dans un territoire où on a des problèmes d'eau, ça semble une évidence qu'à l'été, que peut faire du biberon artificiel, ça semble être... Voilà. Après, je pense que c'est toute une organisation qu'on doit mettre en place pour qu'on arrive à pousser, en tout cas ceux qui sont intéressés par l'aide maternelle, à le développer. Parce que l'eau devient quand même une source précieuse. Ça devient malheureusement une source précieuse. Dernière question sur l'intervention du docteur Abbas, puis on passera au docteur De Sauve. Dernière. Bonjour à tous. Du coup, en fait, moi, j'aimerais bien poser une question sur
Parce que là, c'est bien hein, d'inciter aux femmes d'allaiter, mais il y a certaines femmes qui ne sont pas à l'aise sur le sujet. Elles ont un mal-être ou peut-être une certaine pudeur d'allaiter. Et cela se suit par aussi les douleurs causées par les crevasses. Et est-ce qu'il y a un accompagnement justement sur ce sujet-là, accompagner les mamans sur l'allaitement, qu'elles soient bien à l'aise et justement enlever ce mal-être-là et avoir moins de douleurs? En fait, on a toute une stratégie, un programme qu'on souhaite mettre en place avec l'ARS, avec ce que disait la collègue. On voudrait mettre en place des consultations de lactation qui ne sont pas encore mises en place parce qu'il faut des gens qui soient formés. C'est-à-dire que ce soit au CHM, en PMI, il y a des consultations orientées lactation. La dame vient avec ses problèmes, elle est écoutée par rapport à ça, on lui propose des solutions, on l'accompagne. Ça, ce n'est pas fait actuellement. C'est-à-dire qu'il y a des conseils en maternité, en néonate ou en pédiatrie quand il y a une consultation, mais ce n'est pas dédié pour ça, il n'y a pas ce temps-là. Et donc, notre stratégie dans les prochains mois, prochaines années, c'est qu'on ferme des référentes en lactation qui pourraient être dans les CMR, ici, PMI, partout, où la femme vient avec ses problématiques. On prend le temps, la professionnelle prend le temps professionnel de l'écouter et de l'accompagner et de le suivre par la suite pour que les choses démarrent bien. Donc ça, ce n'est pas encore fait complètement, en tout cas pas de façon satisfaisante, actuellement sur l'île. D'accord ? Merci, Dr Abbas.